8h40 sur Europe 1, le Zoom Info, c'est le sujet numéro 1 pour les Français en ce moment, devant la sécurité et l'immigration, le pouvoir d'achat attaqué en ce moment par la hausse des prix de l'énergie. Après le gaz et l'électricité, vous voyez que c'est le carburant qui atteint des sommets à son tour. Le gouvernement va répondre d'ici la fin de la semaine par une mesure. S'agira-t-il d'un chèque carburant? Semble-t-il, on en prend le chemin. Ce chèque carburant qui est une mesure, alors là on peut dire vraiment de court terme, parce que l'horizon de temps, a priori, c'est plutôt vendredi, donc la fin de la semaine. Il y a ce sentiment chez les Français pourtant d'une baisse du pouvoir d'achat depuis 5 ans. Les chiffres de l'INSEE pourtant nous disent radicalement le contraire. Pouvoir d'achat, quelle solution de long terme? Je vous présente nos invités. Henri Sterdignac, bonjour. Bonjour. Vous êtes le cofondateur des économistes atterrés, économiste à l'OFCE, l'Observatoire français des conjonctures économiques. J'ai vu que vous aviez mis au FCE en ligne un simulateur pour la dette publique sur les bonnes... C'est formidable cet outil parce qu'on peut faire soi-même ces solutions de réduction de la dette. Vous nous en parlerez peut-être dans un instant parce qu'il y a un lien indirect avec notre question de pouvoir d'achat. Olivier Babot, bonjour. Bonjour Dimitri. Vous êtes le président de l'Institut Sapiens, auteur du nouveau désordre numérique, comment le digital fait exploser les inégalités, livre paru l'an dernier chez Buchet-Chastel. Alors encore un chèque, Olivier Babot. On a eu le chèque énergie, on a eu le chèque psy, à l'étude un chèque alimentaire aussi à destination des étudiants pour bien s'alimenter. Là on est vraiment dans l'ultra ciblé. Inflation de bons d'achat comme autant d'emplâtres sur une jambe de bois. Vous y croyez, vous, à cette solution d'urgence comme un remède au sentiment qu'ont les Français d'appauvrissement en ce moment face à cette crise des prix de l'énergie? Alors d'abord, il faut dire que les chèques, c'est une solution qui n'est pas mauvaise dans la mesure où ils sont assez ciblés. Donc ça évite les effets d'aubaine, ça évite les gens qui vont profiter des aides et donc d'aides beaucoup trop larges, très coûteuses et finalement pas très efficaces. Mais qu'est-ce qui vous plaît? C'est l'argent fléché? C'est l'argent qui exclut une partie des Français? Ou qui cible certains usages? Il faut ajouter qu'il y a toujours un paradoxe parce que vous faites une taxe qui n'est pas seulement une taxe de revenus, qui est une taxe en fait incitative, une taxe comportementale. C'est un peu comme la taxe sur le tabac. Les tabacs, vous avez 80% de taxes. Et sur l'essence, vous avez grosso modo 60% de taxes. C'est pas seulement pour se faire de l'argent, c'est aussi pour normalement désinciter à utiliser sa voiture. Et dès que le prix augmente, paradoxalement, on dit zut, il va falloir qu'on aide les gens à finalement continuer à consommer. Donc, mais ça, c'est la jurisprudence. Ce que vous prenez d'une main, vous le rendez de l'autre. Et c'est ça qui est évidemment assez difficile à comprendre pour les gens. Henri Sterdignac, il a bien résumé, Olivier Babot. Il y a cette jurisprudence gilet jaune qui nous dit on augmente des taxes pour faire changer les comportements des gens, ce qu'on avait voulu faire avec la TICPE il y a 3 ans. Les gens sont descendus dans la rue pour ça. Donc maintenant, on a le discours. Il faudra que l'énergie coûte plus cher, mais dès qu'elle est plus chère, on trouve des mesures d'urgence pour faire baisser. C'est quand même complètement paradoxal. Oui, mais... Disons qu'il faudrait dire clairement à la population, que la population doit se rendre compte que naturellement le prix de l'énergie va fortement augmenter dans les années à venir et que les solutions de long terme, c'est des solutions d'économie d'énergie. C'est pour l'essentiel des solutions d'économie d'énergie, c'est les solutions de décarbonisation, c'est-à-dire de passer de plus en plus à l'électricité, c'est le transport collectif, etc., etc. Et à court terme, on est un peu coincé parce que d'un côté, on aimerait que ça se passe par la hausse des prix parce qu'on se dit la hausse des prix, c'est quand même du point de vue économique la situation optimale. Et de l'autre côté, on sait très bien que la hausse des prix, ça frappe principalement les plus pauvres. On a des gens qui sont en précarité énergétique. Et donc, naturellement, on a une politique à 2 instruments. Oui. Il faut maintenir les taxes, il faut même les augmenter. Et de l'autre, il faut prendre des mesures pour aider ceux qui sont en précarité énergétique, disons 10% des ménages qui, effectivement, ne peuvent pas supporter la hausse du chauffage et la hausse du carburant. Oui. On n'a pas le choix. Il faut une politique un peu tordue, avec 2 instruments. Il faut une politique tordue. Non. Mais je crois qu'en fait, on se heurte à un problème de rythme. Oui, il faut que les gens puissent avoir des nouvelles voitures qui consomment différemment, avec une nouvelle motorisation. Mais vous ne pouvez pas dire aux gens, tout d'un coup, vous allez dépenser par an 500, 600 euros de plus de chauffage ou de carburant. Pour beaucoup de ménages, c'est pas possible. Donc le problème, c'est la rapidité avec laquelle il y a ces changements. Parce qu'évidemment, tout le monde sait qu'il va falloir faire ces évolutions, mais vous ne changez pas de voiture du jour au lendemain. Et quand vous avez un pavillon en banlieue, vous avez 2 voitures, vous êtes obligé pour aller travailler de prendre vos 2 voitures, vous avez une consommation qui est incompressible. Vous ne pouvez pas changer vos comportements du jour au lendemain. Donc il faut un chèque, il faut des chèques qui soient bien ciblés.
Et d'un côté, Mais Henri Stardignac, je vous pose la question. Il faut des chèques qui soient bien ciblés. Tout en et de restant l'autre, incitatif. quand on cible Mais qui bien, fait le ça chèque devient extrêmement Henri Stardignac. compliqué parce que... Mais qui fait le c'est chèque et avec quel bureaucratique. argent? Qui fait le chèque et avec quel argent? C'est le gouvernement qui fait le chèque, ce même gouvernement qui nous dit il va falloir préparer l'avenir qui coûtera cher, mais dès que c'est plus cher, eh bien on freine parce qu'on a peur de la réaction populaire, et le chèque on le fait avec l'argent des contribuables, mais cet argent ne va pas à tout le monde, Henri Stardignac. Non, il ne va pas à tout le monde, Ah oui. bien sûr, mais c'est ça le principe. D'un côté, on augmente l'énergie pour tout le monde, et de l'autre, pour les plus pauvres, on fait un chèque ciblé. Voilà, vous, par exemple, comme dans le Nord, on demande, comme dans le Hauts-de-France, Oui, on demande aux gens de faire une demande de chèque. Une demande de chèque, elle est justifiée par le fait que vous travaillez en horaire décalé, vous habitez à la campagne, mais ça doit être naturellement... Oui. Il faut que ça apparaisse comme temporaire et qu'on dise clairement aux gens, il faut absolument que vous rénoviez votre logement. Et d'ailleurs, on va vous aider. Il faut que vous changiez de voiture. Il faut une voiture qui consomme beaucoup moins d'énergie. Et on va vous aider si vous êtes pauvre. Et il faut dire clairement, malheureusement, les classes moyennes et les classes supérieures, elles vont payer. Il en ressort, Olivier elles vont Babot. Ouais. payer. Le risque Olivier de Babot. créer une usine à gaz qui est évidemment Ça va paradoxal. être une pour les usine à gaz. Mais il en ressort quand même l'impression aujourd'hui que le travail ne paye plus suffisamment, qu'il faut sponsoriser le pouvoir d'achat, en particulier des plus modestes. Alors la question, c'est les plus modestes, ça démarre quand? Quand on regarde les chiffres, il y a 6 millions de Français aujourd'hui qui sont à moins de 1,2 SMIC. Je pense qu'à ce niveau-là, on peut dire qu'on est modeste. Tout à l'heure, vous pointez quelque chose de très important, c'est ce décalage entre le ressenti et le réel sur le pouvoir d'achat, qui est une vraie question en fait du gouvernement depuis longtemps. Il y a quand même quelques explications à donner sur ce décalage. C'est un peu comme la température. Il y a effectivement le ressenti et il y a le réel. Alors qu'est-ce qui se passe? D'abord, vous avez une augmentation des dépenses contraintes chez la plupart des ménages. En 2001, c'était 27% des dépenses qui étaient contraintes. En 2017, c'était 32%. Mais pour les ménages les plus modestes, ça monte à 41%. C'est-à-dire que Et pour le plus premier vous êtes décile, modeste, même à 60%. voilà, exactement. Ouais. C'est-à-dire que plus vous avez évidemment des dépenses, enfin un budget qui est limité, plus en fait l'ensemble de vos revenus sont déjà engagés. Donc vous avez une impression très très forte, évidemment, de ne pas gagner plus. Et puis ensuite, évidemment, l'indice INSEE, il prend pas en compte, par exemple, la consommation de tabac. Il prend pas en compte l'augmentation du coût de l'immobilier. Évidemment, selon le profil de consommation des ménages, et en effet, là encore, c'est les plus modestes qui en pâtissent, eh bien, vous ressentez beaucoup plus durement la hausse des prix. Ça explique cet inconfort face à l'augmentation de prix que pourtant l'INSEE ne perçoit pas en moyenne. Mais est-ce que les Français, objectivement, Henri Stardignac, on prend toujours comme point de départ là pour parler des temps modernes, si je peux dire 1980, il y a 40 ans, est-ce que les Français sont plus pauvres en 2020 qu'ils ne l'étaient en 1980? C'est le grand paradoxe, c'est-à-dire que année après année, le pouvoir d'achat des gens augmente, grosso modo, voilà. Et puis en même temps, tout le temps, quand on pose les questions aux gens, les gens disent notre pouvoir d'achat a diminué. Et donc c'est tout à fait, Olivier Babot a expliqué aussi. C'est tout à fait catastrophique. Regardez l'année 2020. En 2020, on a une baisse épouvantable du PIB de 8%. Le pouvoir d'achat des ménages a été maintenu. Voilà, et il a même augmenté en fin de période, et pourtant les gens continuent à réclamer, à dire la grande question c'est le pouvoir d'achat, voilà, alors que alors après, pour dire la vérité, il y a des choses étonnantes. Pour dire la vérité, jamais les Français n'ont eu autant de hausse de pouvoir d'achat que durant ce dernier quinquennat. Alors, ils n'en ont absolument pas conscience. Alors, effectivement, il y a un problème d'inégalité, un problème que les classes populaires sont obligés, non seulement les dépenses contraintes, mais aussi le fait qu'il faut fournir à ses enfants des vêtements de marque, etc., etc. Tout ça fait un sentiment de paupérisation qu'il n'y a absolument pas dans les chiffres. Alors justement, ce sentiment de paupérisation, est-ce dû à l'extension infinie de l'offre commerciale aussi, la premiumisation, la montée en gamme aussi de ces propositions commerciales? Il y a aussi ce paradoxe, 500 milliards d'euros actuellement sur les comptes courants. Je ne vous parle même pas d'épargne sur les livrets, je vous parle des comptes courants. Et en même temps, l'impression d'une baisse de niveau de vie. Le pouvoir d'achat, sujet numéro 1 pour les Français, on continue d'en parler dans un instant.